Alors, on y va. On va reprendre donc à la demande de votre camarade à partir des forces de contact. Alors, je vous avais dit que les forces de contact, on va les étudier de manière expérimentale, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des expériences pour arriver à trouver les forces de contact à partir de la relation fondamentale de la dynamique et à partir des autres forces, à condition de connaître les autres forces. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de procéder comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas de loi de force qui nous donne d'une certaine façon la formule des forces de contact. On connaît la loi de force pour le poids, on la connaît pour la loi de gravitation universelle, on la connaît pour la force élastique qu'on verra peut-être tout à l'heure, mais on ne connaît pas de loi de force pour les forces de contact. Donc on va les étudier de manière expérimentale et à chaque fois, eh bien, on les trouvera euh, à partir des autres forces et de la relation fondamentale de la dynamique. C'est-à-dire quand on écrit le bilan des forces et qu'on écrit que la somme des forces est égale à MA, c'est ça la relation fondamentale de la dynamique, eh bien si on connaît l'accélération, si on connaît toutes les autres forces, eh bien le seul élément qui manquera dans l'équation, ce sera la force de contact et c'est comme ça qu'on va à chaque fois la trouver. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de loi de force? C'est parce que c'est une interaction très complexe. C'est le résultat d'un très grand nombre d'interactions à l'échelle moléculaire. C'est toutes les molécules, tous les électrons et noyaux d'une molécule qui vont interagir avec tous les électrons et noyaux d'une autre molécule. Et à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on peut voir à l'œil nu, à l'échelle macroscopique, eh bien, ça sera une force globale qui sera la force de contact et qui sera en réalité la somme de toutes ces petites interactions entre molécules. Alors, on avait commencé à regarder comment est-ce qu'on peut trouver la force de contact sur des expériences toutes simples. Alors, on avait pris une boîte en équilibre, donc on pose une boîte sur une table horizontale. Et puisqu'elle est en équilibre, eh bien, si on applique la relation fondamentale de la dynamique, on écrit que la somme des forces est égale à 0, puisque la boîte est immobile, elle n'est pas accélérée. Et dans ce cas, ben, vous voyez qu'on peut trouver la force de contact à partir de cette équation. Puisqu'on connaît le poids, eh bien, la force de contact, ça sera moins le poids. Alors, comme remarque, je vous avais dit que la force de contact n'est pas une réaction au poids. On avait déjà vu ça au début du cours de la semaine dernière quand on a parlé du principe d'action et de réaction. Dans le principe d'action et de réaction, il y a deux corps en interaction. L'un agit et l'autre réagit. Et les deux forces qui apparaissent dans le principe d'action et de réaction, ce sont des forces de même nature. Or, vous voyez bien ici que le poids, c'est une force qui est exercée par la Terre sur la boîte, c'est une force de gravitation. La force de contact, c'est une force qui est exercée par la table sur la boîte, c'est une action de contact. Et vous voyez bien qu'il n'est pas du tout question ici d'action et de réaction, puisqu'il n'y a pas deux objets où l'un agit et l'autre réagit. Il y a plutôt un objet qui est soumis à deux actions extérieures, la Terre qui le tire vers le bas et la table qui le pousse vers le haut. Donc, en aucun cas, on peut parler d'action et de réaction. Par contre, cette relation, C égale moins P, eh bien, elle a un sens. Elle veut juste dire que la boîte est en équilibre. Voilà, donc pour la première, le premier cas où on pouvait trouver la force de contact à partir des autres forces. Ici, en l'occurrence, à partir de l'autre force. Alors, on avait vu un deuxième exemple, c'était le départ d'une course, donc un coureur qui va se projeter vers l'avant pour démarrer. Donc, il va passer d'une vitesse nulle, il est arrêté,
et il va acquérir une vitesse vers l'avant. Alors ça veut dire qu'il va être accéléré vers l'avant. Et pour avoir, si je fais le bilan des forces appliquées à ce coureur, eh bien, il y a son poids qui est vertical et qui le tire vers le bas. Il a une accélération vers l'avant. Donc, si j'écris la relation fondamentale de la dynamique, eh bien, je dois écrire que la somme des forces égale ma. Quelle est la deuxième force? Eh bien, la deuxième force, il y a son poids. Et la deuxième force, c'est une force il a les pieds sur le sol, il est en contact avec le sol. Eh bien, il y a une force de contact que le sol va exercer sur ses pieds. Alors, pour que la somme des forces P et C me donne une résultante égale à MA qui a la direction et le sens de l'accélération, qui est vers l'avant, eh bien, il faut absolument que cette force de contact soit penchée vers l'avant. Si elle était verticale, qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien, on aurait P plus C égale 0. Égal à 0. Donc, il n'y aurait pas d'accélération. La condition pour qu'il y ait une accélération, c'est que cette force de contact soit penchée vers l'avant. D'accord? Donc, la force de contact, eh bien, elle a cette orientation-là. Alors, quelle est l'origine de cette force de contact? Eh bien, c'est la réaction à une autre force de contact que cette fois le coureur exerce sur le sol. C'est-à-dire, vous essayez de penser à ce que vous faites quand vous voulez commencer à courir. Eh bien, vous appuyez très fort sur vos pieds vers le bas et vers l'arrière. D'accord? Et c'est comme ça, parce que vous poussez le sol vers l'arrière et vers le bas, eh bien, par réaction, le sol va vous pousser vers le haut et vers l'avant. Alors, l'action, c'est donc le coureur qui exerce l'action, il va pousser le sol vers l'arrière et vers le bas. Et la réaction, eh bien, c'est le sol qui l'exerce, il va pousser sur les pieds du coureur vers le haut et vers l'avant. Et la combinaison, alors maintenant, il est question d'action et de réaction. Alors attention, la force C' que le coureur exerce, c'est lui qui l'exerce, donc elle ne s'applique pas à lui. Hein. Lui, il est l'acteur, d'accord? C'est lui qui exerce la force et le sol va subir cette force. Alors maintenant, le sol va réagir avec cette force C, qui est la force de contact qu'on est en train de chercher. Et donc, vous voyez bien, quand on récapitule ce qui se passe et qu'on fait un petit peu le bilan de toutes les actions extérieures qu'il y a sur le coureur, eh bien, il y a son poids qui le tire vers le bas et la force de contact exercée sur ses pieds qui va le pousser, qui va faire en sorte qu'il soit poussé vers l'avant. Donc, cette force de contact exercée vers le haut et vers l'avant. Alors, je vais voir. Madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, c'est quel type de mouvement ici quand on a le C vers à droite du coup? Quel type de mouvement? Quel type de mouvement? Ben, c'est un mouvement accéléré. C'est le démarrage de la course. Hein. Le coureur est à l'arrêt et il a une vitesse nulle et il va se projeter vers l'avant. Donc, il va avoir une accélération qui va lui permettre d'aller d'une vitesse nulle à une certaine vitesse. C'est un mouvement accéléré. C'est bon? J'ai répondu à votre question ou pas? Oui, merci madame. D'accord. Alors, ensuite, on avait vu que l'orientation de cette force de contact, c'est celle-là qui va déterminer l'accélération. C'est-à-dire que plus cette force de contact va être penchée vers l'avant et plus l'accélération va être grande. Alors, je vous ai fait un dessin ici. Si la force de contact est à la verticale, c'est-à-dire que le coureur n'a pas exercé une poussée vers l'arrière, mais plutôt il appuie normalement sur le sol avec ses pieds à la verticale, eh bien, il ne se passera rien. Il n'aura pas d'accélération, il ne peut pas démarrer la course. S'il exerce une poussée légèrement vers l'arrière,
eh ben, il aura une petite accélération. Et s'il exerce une poussée importante vers l'arrière, c'est-à-dire si la poussée qu'il exerce, cette force-là, pardon, je reviens ici, plus cette force-là va être inclinée vers l'arrière et plus la réaction ici va être penchée vers l'avant. Et donc, plus il poussera vers l'arrière et plus il aura, plus son accélération sera grande. Donc, vous voyez bien que l'orientation, alors pas seulement l'orientation, mais aussi le module de cette force, plus son action va être forte quand il appuiera sur ses pieds, plus l'action du sol, la réaction du sol vers l'avant va être importante et va lui donner une grande accélération. Voilà, donc on s'était arrêté là. Alors, la personne qui m'a demandé de reprendre ça, quel était le problème? C'était pas assez clair. Vous pouvez me dire s'il y a quelque chose à préciser? Oui, madame, برك درناها مقفلة fin dans la séance, j'ai pas bien compris. D'accord. Et là c'est bon, vous avez compris? Oui, merci, madame. D'accord, ok. Alors, on va parler de frottement. On est toujours dans les forces de contact. Alors, on va parler de frottement maintenant. Alors, on va garder notre boîte de tout à l'heure, celle qui était en équilibre sur la table, et on va faire une autre expérience. On va incliner, alors la boîte est posée sur le plan horizontal, et on va incliner, on va pencher le plan, et on va augmenter l'inclinaison, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'angle que fait le plan avec la direction horizontale jusqu'à ce que la boîte commence à glisser. D'accord? Donc, elle est en équilibre. On penche la table, elle reste en équilibre. On la penche plus, elle est toujours en équilibre. Et hop, il y a un moment où elle commence à glisser. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être toutes les situations qu'il y a entre alpha égale 0, donc quand le plan est à l'horizontale, et alpha 0. Alors, alpha 0, ça va être notre limite de position d'équilibre. C'est-à-dire que si on dépasse très légèrement cet angle alpha 0, le glissement va commencer. Alors, pour cet angle alpha 0, on est en dernière situation d'équilibre. Et dès qu'on dépasse ce alpha 0, eh bien, la boîte commence à glisser. Alors, je vous ai fait un dessin. Alors, alpha égale 0, le plan est horizontal. Ici, j'ai augmenté l'angle alpha. La boîte est toujours en équilibre. Je suis arrivée à alpha 0, donc vous voyez bien que alpha 0, cet angle est plus grand que celui-là. Et là, je suis à la limite de l'équilibre. Donc, c'est la dernière situation d'équilibre. Et dès que je la dépasse un tout petit peu, j'augmente alpha 0, ne serait-ce que d'un petit epsilon, eh bien, la boîte va commencer à glisser. D'accord? Donc, j'ai dessiné son vecteur vitesse. Ici, on a mouvement. Alors, j'ai mis un trait ici de séparation entre ces trois situations qui sont toutes les trois des situations d'équilibre. Et à droite, la situation de mouvement. J'ai la boîte qui est en train de glisser sur le plan. Alors, on va s'intéresser à nos trois situations d'équilibre. D'accord, on s'intéressera à la situation de mouvement tout à l'heure. Alors, on va étudier ces situations en termes de force. Alors, on va réfléchir aux forces qui s'exercent sur la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force? Quel est l'environnement extérieur de la boîte? Alors, qu'est-ce qu'on a comme action du monde extérieur sur la boîte? Eh bien, il y a son poids qui est exercé par la terre qui va la tirer vers le bas, et il y a la force de contact, puisqu'elle est posée sur la table, eh bien, il va y avoir l'action de contact de la table sur la boîte. Alors, dans les trois cas, puisqu'on reste ici
du côté des situations d'équilibre. Donc, dans les trois cas, ce qu'on peut écrire, c'est que la relation fondamentale de la dynamique me donne, pour une accélération nulle, P plus C égale 0. Alors, je dessine ces forces. Pour alpha Non, égale avant alpha 0. 0. Comment? Avant alpha 0. Qu'est-ce qu'il a, alpha 0? Je n'ai pas compris votre Le question. P plus C égale à 0. Ce sera avant alpha 0. P plus C égale 0. Oui, bien sûr. Pas avant alpha 0, jusqu'à alpha 0, puisque alpha 0 est encore une situation d'équilibre. Donc, D'accord. de alpha égale 0 jusqu'à alpha égale alpha 0, j'aurai P plus C égale 0. Voilà. Alors, je dessine mes forces. Il faut que l'une soit l'opposé de l'autre, puisque P plus C égale 0. Donc, la force de contact ici, elle est opposée au poids, que ce soit dans cette situation, celle-ci ou celle-là. D'accord? Alors, quelle est la différence entre ces trois situations? Si on regarde globalement les forces, ben, on pourrait se dire, il n'y a pas de différence. Je vois que P plus C égale 0. Les forces ont la même orientation, le même module. Il n'y a pas de différence entre les trois. Alors, ce qui va changer, ça va être les composantes de ces forces. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les composantes cartésiennes de ces forces, suivant une direction OX qui va être parallèle au plan et une direction OY qui va être perpendiculaire au plan. Alors, voici les composantes. Donc, je dessine un système d'axes OX, OY. OX doit toujours être parallèle au plan et OY perpendiculaire au plan. Alors ici, mon plan est incliné. Voici OX et voici OY. Ici, l'inclinaison, c'est alpha 0. Ben, j'ai encore une fois OX et OY. Et maintenant, je regarde quelles sont les composantes. Eh bien, dans cette situation, je n'ai pas de composante suivant l'axe OX. Hein. J'ai P égale PY et C égale CY. D'accord? Il n'y a pas de composante ni pour C, il n'y a pas de CX égale 0 et PX égale 0. Alors, deuxième situation, eh bien, j'ai le poids qui a une composante PX et une composante PY. D'accord? Et la force de contact qui a une composante CX qui est vers le haut et une composante CY. D'accord? Donc, j'ai, premier cas, CX égale 0, CY, alors il y a une erreur ici, égale moins P. Deuxième cas, j'ai CX. Alors, puisque P plus C égale 0, ben, j'écris la même relation entre les composantes. Si P plus C égale 0, ça veut dire que Px plus Cx égale 0 et que Py plus Cy égale 0. Donc, j'ai Cx égale moins Px et Cy égale moins Py. Alors, dernière situation, quand alpha est égal à alpha 0, eh bien, je vais appeler ces composantes, dans l'indice, je ferai apparaître le 0. Hein. Donc, j'aurai P0x et P0y pour le poids. Ça, c'est pour bien montrer qu'il s'agit de l'angle alpha 0. Et pour la force de contact, j'aurai C0x et C0y. C'est bon? Alors, j'ai toujours la relation P plus C égale 0. Donc, j'aurai P0x plus C0x égale 0. Ça veut dire que C0x est opposé à P0x. Et j'aurai P0y plus C0y égale 0. Ça veut dire que C0y égale à moins P0y. Alors, quelles sont les composantes du poids? Bon, vous avez déjà vu ça au lycée. Si je regarde ce triangle rectangle, j'ai P qui est sur l'hypoténuse.
Le côté de l'angle droit, eh bien, c'est le PY. Et le côté opposé, c'est le PX. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, PX, puisque c'est le côté opposé à l'angle alpha dans ce triangle rectangle, eh bien, ça sera l'hypoténuse multipliée par sinus alpha. Donc, j'ai PX égale mg sinus alpha, puisque l'hypoténuse, c'est le poids. Et l'autre composante, qui est le côté adjacent à l'angle alpha, eh bien, ça sera P cosinus alpha. Donc, PY égale à mg cosinus alpha. Et donc, CY va être égal en module à mg cosinus alpha. CX en module sera égal à mg sinus alpha. Est-ce que ça va jusque-là? Là, j'ai juste réécrit la relation d'équilibre, c'est-à-dire que comme la boîte est en équilibre, P plus C égale 0, et cette relation, c'est une relation vectorielle, on a déjà vu ça quand on a fait de la cinématique, quand vous avez l'égalité entre deux vecteurs, eh bien, il y a aussi l'égalité entre leurs composantes. Donc, j'ai, puisque P plus C égale 0, eh bien, j'aurai Px plus Cx égale 0 et Py plus Cy égale 0. La relation qui s'applique au vecteur va s'appliquer aussi aux composantes. Alors, les remarques qu'on peut faire, c'est que, regardez bien, qu'est-ce qui est arrivé à Cx? On regarde la composante Cx. Eh bien, ici, elle est nulle. Ici, elle est là. C'est mg sinus alpha. Et ici, alpha 0 est plus grand que alpha. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Cx a un plus grand module. C0x est plus grand que Cx, qui est lui-même plus grand que 0, puisque ici, je n'ai pas de composante suivant l'axe X. Alors, quand l'alpha, eh ben, ce qu'on remarque, c'est que puisque Cx est égal à, en module, est égal à Px, et que Px c'est mg sinus alpha, eh bien, on voit bien que quand alpha augmente, le module de Px augmente, donc le module de Cx augmente. Alors, deuxième remarque. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude de parler de force de contact, mais plutôt de force de frottement et de composantes et de force d'action normale du plan. Alors, voici la correspondance, un petit peu pour faire le lien avec ce que vous avez l'habitude de voir au lycée. C'est que ce qu'on appelle, ce que je viens d'appeler Cx, la composante parallèle au plan de la force de contact, eh bien, dans les livres de terminale, vous avez appelé ça la force de frottement petit f. Et ma composante Cy, la composante perpendiculaire au plan de la force de contact, eh bien, elle était notée soit R, soit N, c'est la force normale. D'accord? Mais ce sont les deux composantes d'une même force qui est la force de contact. Madame, s'il vous plaît. Oui, oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez remonter. Oui. Ici? Au dessin ou Oui, le dessin. le dessin, d'accord. Madame, s'il vous plaît, le troisième cas. Oui. La boîte, elle va glisser vers la droite. Attendez, elle ne glisse pas encore. Oui, mais elle va glisser Oui, elle va glisser. vers la droite. Oui. Et du coup, elle acquérit une accélération et du coup, c'est un mouvement accéléré, c'est ça. Oui, mais on n'y est pas encore, hein, on est encore en équilibre. Madame, pourquoi par exemple, ici, le C, il a dévié vers la gauche? Il n'est pas dévié vers la gauche, il est à la verticale. Non, ce que je veux dire, c'est que madame, ici, par exemple, le premier cas, il est tout à fait perpendiculaire à P. Et Oui. là, il est en train de dévier vers la gauche, vous voyez? Non, il ne dévie pas vers la gauche. Il est penché vers la gauche par rapport à l'axe au Y. D'accord? Oui. Mais
mais il est toujours dans le prolongement du poids. Il est toujours dans le prolongement du poids. Il est à la verticale. Madame, j'ai pas compris pourquoi pour le coureur, le vecteur est allé, je pense, à droite, et là, il est en train d'aller autre part. J'ai pas compris pourquoi. Alors, cette situation, c'est exactement la même qu'ici. C'est-à-dire que vous avez la boîte qui est en équilibre, P et C sont sur la même verticale. D'accord? Maintenant, par rapport à l'axe Y, donc par rapport à la perpendiculaire, par rapport à la normale au plan, oui, la force de contact, on voit qu'elle est penchée vers la gauche. Alors, la différence avec ce qu'on a vu à propos du coureur, c'est que il ne faut pas oublier qu'ici, voici le plan, voici la perpendiculaire au plan, c'est la direction du poids, et la force de contact est penchée vers l'avant pour pouvoir avoir une accélération. Si elle n'était pas penchée vers l'avant, il n'y aurait pas d'accélération. Si on mettait, je vous ai dessiné ça, hein, si la force de contact qui s'exerce sur les pieds du coureur était dans le prolongement du poids, eh bien, il ne se passerait rien. J'aurai le coureur en équilibre sur le sol. C'est parce que la force de contact est penchée vers l'avant que vous avez une accélération. Alors ici, je sais que c'est un petit peu compliqué parce que vous n'arrivez pas à imaginer qu'un frottement, ça peut faciliter le mouvement et même provoquer le mouvement. Non, madame, c'est logique ce que vous dites. Par contre, madame, Oui. vous avez dit que C, c'était l'addition de F et de Oui. R. Oui. Madame, mais quand on fait l'addition de F et de R, on a Oui. toujours le C qui est à l'inverse du mouvement, en fait. Non, mais regardez bien, le C, ce que j'ai appelé le F, eh bien, ce serait ici, sur cette figure, hein, ce serait le C0X, et le N, ce serait, ou le R, si vous voulez, ce serait le C0Y. Oui, madame, mais pourquoi c'est pas pareil pour le coureur? Pourquoi c'est pas pareil pour le coureur? Oui. Vous voulez que la force de contact elle soit penchée vers l'arrière? Non, c'est parce que je veux juste comprendre pourquoi on a fait ça comme ça. Parce Pourquoi que c'est on a logique, fait... mais j'arrive pas à l'expliquer. Alors, pourquoi est-ce que c'est penché vers l'arrière? Alors, c'est pas penché vers l'arrière dans l'absolu, c'est penché vers l'arrière par rapport à l'axe Y. Ben, c'est dû au fait qu'on a, on a incliné le plan. Et donc, ce qui a changé, c'est que la force de contact est restée à la verticale puisqu'elle est opposée au poids. Mais ce qui a changé, c'est l'orientation de la normale et de la parallèle au plan. C'est-à-dire que vous avez, regardez bien notre système d'axe X, Y, il est rattaché au plan. D'accord? L'axe X est toujours parallèle au plan et l'axe Y est toujours perpendiculaire au plan. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé l'orientation de OX et OY puisqu'on a incliné le plan, mais la force de contact, elle n'a pas de raison de se pencher avec le plan. La force de contact, elle doit être opposée au poids pour que la boîte reste en équilibre. Donc, la force de contact, elle ne change pas. Mais par contre, l'orientation du plan a changé. Donc, les composantes de la force de contact vont changer. Ici, j'avais Cx égale 0, alors que ici, eh bien, j'ai une composante Cx qui apparaît, j'ai une composante Cy qui va être différente de C, alors que ici, j'avais Cx égale 0, C égale Cy. Eh bien, ici, j'ai Cy qui est en train de diminuer et Cx qui est en train d'augmenter parce que j'ai penché le plan. Mais la force de contact, si vous voulez, j'ai toujours la somme des deux composantes qui va me donner la force de contact. Cette force de contact reste la même, elle est toujours opposée au poids
parce que la boîte est en équilibre, mais les deux composantes de cette force de contact sont en train de changer. Il y en a une qui est en train d'augmenter et l'autre qui est en train de diminuer pour que la somme des deux soit toujours égale à C et soit toujours constante. Je ne sais pas si c'est plus clair. Madame, Comment? C'est plus clair ou pas? Merci, madame. D'accord. Et il y avait une madame, autre question? Oui, oui, je faisais. le premier cas, normalement, c'est Y qui se dirige vers le haut et non C. Le premier cas, c'est quoi? Normalement, c'est Y qui se dirige vers le haut. Oui, c'est ça. Oui. Ici, je pourrais écrire C égale CY et ici, P égale PY. Mais les véritables forces, les composantes, il faut… c'est bien pour ça que je les dessine toujours en pointillé. Ce ne sont pas des forces réelles. Hein. Les composantes, ce ne sont pas des forces supplémentaires ou des forces qui existent matériellement. Les forces qui existent, c'est le poids et la force de contact. Et pour des commodités de calcul, parce que ça va être plus pratique de faire les calculs avec les composantes cartésiennes, on a décomposé ces forces. Quand on a parlé des composantes de la vitesse, quand vous avez un objet qui a une vitesse V que vous décomposez en Vx et Vy, ça ne veut absolument pas dire que l'objet se déplace suivant l'axe X d'un certain nombre de mètres par seconde et qu'après, il se déplace d'un certain nombre de mètres par seconde sur l'axe Y et que ça va me donner un vecteur vitesse. Non, le vecteur vitesse, c'est celui-là, la vraie… c'est la vitesse qui va correspondre au déplacement réel. Maintenant, les composantes, eh bien, c'est une sorte d'outil qui me permet d'étudier de manière plus simple un mouvement. Et c'est exactement pareil ici. Les forces, ce sont le poids et la force de contact. Maintenant, les composantes Px, Py, Cx, Cy, eh bien, on les fait intervenir parce que ça va nous simplifier nos expressions, nos calculs et ça va nous permettre peut-être de mieux comprendre le phénomène. Mais Cx et Cy n'existent pas en réalité. C'est C qui existe matériellement. Px et Py ne sont pas des forces réelles. C'est le poids qui existe. C'est le poids qui est une force réelle. Maintenant, Px et Py, j'aurais pu faire dans un plan, mettre des coordonnées polaires et à ce moment-là, j'aurais eu PR et Pθ et ça n'aurait pas été des forces réelles. C'est juste une façon de décomposer nos vecteurs, mais ce ne sont pas des forces qui existent matériellement. Cx et Cy, ce ne sont pas des forces qui existent matériellement. Px et Py non plus. Ce qui existe, ce qui correspond à une action d'un objet sur un autre, en l'occurrence pour le poids, c'est l'action de la Terre sur la boîte, c'est le poids. Ce n'est ni Px ni Py, c'est le poids. Et maintenant, pour une question pratique, parce que ça va être plus facile de comprendre ce qui se passe et d'écrire mes équations, je peux décomposer chacun des vecteurs suivant deux directions que je choisis. Alors, j'ai choisi que la direction OX, elle est parallèle au plan et que la direction OY est perpendiculaire au plan. Madame, donc il n'y a pas de frottement dans le premier cas. Pourquoi il n'y aurait pas de frottement? Car s'il y a de frottement, donc si c'est la somme de X et Cy. Ah, mais attendez, dans le cas statique, alors la force de frottement, elle peut, le petit f, je vous avais dit que ça correspondait… C'est Cx. Comment?
Oui, Petit f, c'est 6x. alors ça dépend. Ça peut ne pas apparaître. Ici, ça n'apparaît pas. Il n'y a pas cette force de frottement. Vous voyez bien que les choses deviennent très compliquées dès que vous commencez à parler de force de frottement et d'action normale. Vous ne savez pas à quel moment cette force de frottement va apparaître ou pas, alors que quand on raisonne en termes de force de contact, eh bien, on n'a pas à se poser de questions, est-ce que F existe ou pas. Ici, le frottement est là, mais il ne se manifeste pas parce qu'il n'a pas de raison de se manifester, puisque la boîte est en équilibre sur un plan horizontal, eh bien, il ne se passe rien dans la direction parallèle au plan, donc on n'a pas à se poser la question, est-ce que cette force de frottement existe? En tout cas, ici, puisque Cx est égal à 0, eh bien, ça reviendrait à dire que cette force de frottement n'existe pas dans la première situation. Par contre, dans les autres, si, elle va apparaître. C'est bon? Oui. D'accord. Alors, bon, on en était arrivé là. Alors, on va continuer à regarder, à avoir des expériences. Vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Madame, si vous... Alors, on va voir. Oui, ça oui, je vous sera écoute. quoi la force normale, c'est Y? Comment? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui. Comment ça sert à quoi? On a Ben, décompté la force de contact, on a trouvé le frottement et la force normale. oui. La force normale, qu'est-ce qu'elle fait, madame? Ben, la force normale, c'est la réaction. Vous avez la boîte qui va appuyer avec une force, si on parle de force normale. Hein, moi, j'aimerais qu'on n'ait pas à parler de force petit f et de force normale. C'était juste pour que vous fassiez le lien avec ce que vous avez vu au lycée. Maintenant, si vous voulez, pour la dernière fois, on va parler de force de frottement et de force normale. Cette force normale, c'est quoi? Eh bien, c'est la réaction au fait que la boîte, elle appuie sur le plan. La boîte, elle appuie suivant la normale au plan et le plan va réagir avec une normale, avec une force qui est notre CY perpendiculaire au plan. Il faut garder à l'esprit que la force de contact C, alors après ça va être valable pour ces composantes, mais la force de contact, il n'y a que celle-là qui est réelle, qui existe matériellement, c'est une réaction à quelque chose. C'est parce que la boîte appuie sur le plan que le plan va appuyer par réaction sur la boîte. D'accord? Il y a une pression qu'exerce la boîte sur la table, eh bien la table va réagir avec une pression vers le haut. Voilà l'utilité de cette force de contact. Alors, expérience 2, on va surcharger la boîte. Alors, surcharger, ça veut dire qu'on va rajouter une autre boîte dessus. D'accord? C'est-à-dire que on va changer la masse de la boîte. Alors, on aurait pu aussi, si on avait une boîte qu'on peut ouvrir et rajouter des choses à l'intérieur, eh bien, on va rajouter des choses à l'intérieur de la boîte pour augmenter sa masse. Alors, ce qu'on constate quand on fait l'expérience, c'est que l'angle alpha 0 reste le même. Alors, je vous rappelle ce que c'est que l'angle alpha 0. C'est la dernière situation d'équilibre. Si vous la dépassez un tout petit peu, eh bien, la boîte va commencer à glisser. Donc, on a refait l'expérience. Au lieu de mettre une boîte, on a superposé deux boîtes et on augmente l'angle alpha. Alors, la boîte reste en équilibre et on se rend compte qu'elle reste en équilibre jusqu'au même angle alpha que quand j'étais
dans cette situation. C'est-à-dire avec une seule boîte, j'ai penché le plan jusqu'à l'angle alpha 0. Dès que je le dépasse, la boîte commence à glisser. Eh bien, si on met deux boîtes, donc si on change la masse, eh bien, on se rend compte que l'angle alpha 0 reste le même que dans la première expérience. D'accord? Pour la même boîte, évidemment, si vous rajoutez une boîte par-dessus, eh bien, l'angle alpha 0 reste le même. Alors, ça veut dire que alpha 0 est indépendant de la masse de la boîte. Alors, troisième expérience, on change la face de la boîte qui est en contact avec le plan. C'est-à-dire, voici ma boîte, c'est un parallélépipède, on va le mettre sur la petite face, d'accord? C'est bon? Eh bien, on se rend compte, là aussi, que l'angle alpha 0 reste le même. C'est-à-dire qu'on a fait tourner notre boîte, on l'a mise sur la plus petite face et on a refait l'expérience, on a augmenté l'angle alpha et on se rend compte que la boîte va commencer à glisser dès qu'on dépasse cet angle alpha 0 qui sera exactement le même que dans cette expérience et exactement le même que dans celle-là. Pardon. Oui. C'est ça. On est voilà, dans cette expérience-là. Est-ce que c'est clair? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que l'angle alpha 0 ne dépend pas de la taille de la face de la boîte qui est en contact avec la table. Alors, ça veut dire que ça ne dépend pas de la superficie des surfaces en contact. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Alors, quatrième expérience. Cette fois, on change la nature des surfaces en contact. Alors, ça veut dire quoi? Changer la nature des surfaces en contact. Vous voyez, j'ai changé la couleur du plan pour montrer qu'on a changé la nature. Alors, par exemple, on avait une table en bois, eh bien, on garde la même boîte et on va la poser sur une table en plastique et on refait l'expérience. D'accord? On a changé la nature des surfaces en contact. Ou alors, on a une table en bois et on colle du papier dessus. D'accord? Donc, ce n'est pas la même matière. On a changé la matière de la table et on pose notre boîte dessus et on se rend compte que l'angle alpha 0 n'est plus du tout le même. À chaque fois qu'on va changer la nature des surfaces en contact, alors on peut changer soit la matière de la table, soit la matière de la boîte, ou les deux. Et dans les trois cas, si vous changez la nature des surfaces qui vont être en contact l'une avec l'autre, eh bien, vous changez l'angle alpha 0 de rupture de l'équilibre, c'est-à-dire l'angle à partir duquel l'équilibre va être rompu et la boîte va commencer à glisser. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'angle alpha 0 dépend de la nature des surfaces en contact. Alors, jusqu'à maintenant, pour les trois situations que vous avez là sur le dessin, alpha égale 0, alpha qui augmente jusqu'à la dernière situation d'équilibre, qu'on appelle la situation de rupture de l'équilibre, alpha 0, eh bien, dans les trois cas, la boîte est toujours en équilibre, elle ne se déplace pas encore, elle ne glisse pas. Alors, on parle de frottement statique. Alors, c'est le frottement qui apparaît quand les deux corps ne glissent pas l'un sur l'autre. Alors, on va définir un coefficient qui est le coefficient de frottement statique. Alors, cette grandeur caractérise le frottement statique entre deux surfaces. Alors, on l'appelle μs.
S comme statique. Et quelle est sa définition? Eh bien, c'est le rapport de la composante parallèle au plan de la force de contact sur la composante perpendiculaire au plan de la force de contact. Alors attention, c'est défini à la rupture de l'équilibre, c'est-à-dire c'est défini quand je suis arrivée à l'angle alpha 0. C'est-à-dire, alors, à la rupture de l'équilibre, c'est à la dernière situation d'équilibre avant que l'objet ne se mette en mouvement. C'est bon? Donc, mu S, c'est C0x sur C0y. Donc, je reviens ici. Le mu S, c'est le module de cette composante divisé par le module de cette composante. Alors, attention, en aucun cas, ce n'est le module de Cx sur le module de Cy pour un angle alpha. Ce n'est vrai, ce coefficient de frottement statique, il est défini à la rupture de l'équilibre, c'est-à-dire quand je suis à la dernière situation d'équilibre, quand je suis à l'angle alpha 0. Alors, une remarque, puisque C0x, c'est P0x. Donc, je remonte là. Alors, le vecteur C0x est opposé au vecteur P0x et C0y opposé à P0y. Alors, on regarde bien. Puisque Px c'est mg sinus alpha, donc P0x c'est mg sinus alpha 0. Et puisque Py c'est mg cosinus alpha, eh bien P0y, ce sera mg cosinus alpha 0. Donc j'écris ce que c'est que C0x qui est égal à P0x, c'est mg sinus alpha 0. C0y qui est égal à P0y, c'est mg cosinus alpha 0. Le mg se simplifie. J'ai sinus alpha 0 sur cosinus alpha 0. C'est la tangente. Donc, le mu S, c'est la tangente de l'angle alpha 0. Alors, j'ai donc deux façons d'avoir mon mu S. Alors, on en a… Oui, oui. Madame, mais ces calculs, c'est dans la dernière situation d'équilibre. C'est dans la dernière situation d'équilibre, oui. D'accord, merci. Alors, on passe maintenant à la dernière expérience. Eh bien, on va donc aller de ce côté-ci, de ce trait rouge que j'ai mis pour séparer les situations d'équilibre des situations de mouvement. Donc, à partir du moment où vous avez dépassé l'angle alpha 0, eh bien, la boîte est en mouvement, elle va être accélérée vers le bas. Alors, on va regarder ce qui se passe pour un angle alpha supérieur à alpha 0. Alors, on va le faire pour un angle alpha très, très proche de alpha 0. C'est-à-dire qu'on va rajouter un tout petit epsilon à notre angle alpha 0. Donc, on augmente alpha d'une très petite quantité au-delà de alpha 0. On va dire que alpha, c'est alpha 0 plus epsilon. Donc, la boîte commence à glisser. Elle a une accélération. Alors, on va parler ici de frottement dynamique. Alors, le frottement dynamique, c'est le frottement qui apparaît quand deux objets glissent l'un sur l'autre. Alors, vous allez tout de suite voir que le frottement dynamique va s'opposer au glissement. Alors, on va, encore une fois, puisqu'on n'a pas de loi de force, appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour étudier ce frottement dynamique. Alors, on écrit donc, puisque j'ai une accélération vers le bas, eh bien, j'écris que la somme des forces est égale à MA. Alors, les forces sont toujours le poids, la force de contact qui doivent avoir pour somme le produit MA.
Alors, on fait, comme tout à l'heure, on décompose chacune des forces suivant un axe parallèle au plan, un axe OX, et suivant un axe perpendiculaire au plan, l'axe OY. D'accord? Et je vais avoir PX plus CX égale MA et PY plus CY égale 0. C'est bon? Alors, on va s'occuper des projections dans la direction parallèle au plan, donc suivant la direction OX. Donc, j'ai PX plus CX égale MA. Alors, je vais chercher une relation entre les modules de CX et PX. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'écris? Le vecteur PX, alors je vais introduire un vecteur unitaire I qui me donne le sens positif sur l'axe OX. C'est notre vecteur unitaire qu'on a utilisé en cinématique. Hein. On va mettre un vecteur I pour l'axe OX et un vecteur J pour l'axe OY. Alors, je suis sur l'axe OX et j'ai mon vecteur Px qui est vers le bas, donc dans le sens positif sur l'axe OX. Donc, je vais dire que c'est le module de Px multiplié par I. D'accord? Puisque ce vecteur a une mesure algébrique positive puisqu'il est orienté dans le sens du vecteur I. Par contre, le vecteur Cx, il est vers l'arrière. Donc, je vais mettre ici que Cx, c'est sa mesure algébrique multipliée par le vecteur I, et sa mesure algébrique, eh bien, elle sera négative, ça sera moins le module de Cx multiplié par I. Alors, de l'autre côté de mon équation, j'ai Ma, l'accélération est dans le sens positif, donc je vais dire que c'est M module de A multiplié par le vecteur unitaire I. C'est bon? J'ai juste réécrit la première équation, Px plus Cx égale Ma, donc Pxi moins Cxi égale MAI. Et puis, je vais pouvoir simplifier mon vecteur unitaire et ça me donne une relation entre les modules. Donc, Px moins Cx égale Ma. Alors, je vais pouvoir en déduire Cx. Cx, alors je le fais passer à droite, il devient, j'avais moins Cx, il devient plus Cx. Je fais passer Ma à gauche, ça devient moins Ma. Donc, Cx est égal à Px moins Ma. Alors, il faut se rappeler que Px, c'est Mg cosinus alpha et que mon angle alpha ici, c'est alpha 0 plus epsilon. Donc, j'ai Px égale à Mg sinus alpha 0 plus epsilon. D'accord? C'est mon alpha ici. Pardon, Px, c'est Mg sinus alpha, donc Mg sinus alpha 0 plus epsilon. Alors, comme epsilon est une quantité très, très petite, eh bien, je vais pouvoir faire l'approximation que Mg sinus alpha 0 plus epsilon, c'est la même chose que Mg sinus alpha 0. D'accord? Si vous prenez le sinus de 30 degrés et que vous le comparez au sinus de 30,001, par exemple, degrés, ben vous allez trouver sensiblement le même sinus. Hein. Si vos angles sont très, très proches l'un de l'autre, les sinus seront très, très proches l'un de l'autre. Donc, le sinus alpha 0 plus epsilon, je vais dire que c'est pratiquement la même chose que sinus alpha 0. Donc, le module de Px, c'est pratiquement Mg sinus alpha 0. Or, le Mg sinus alpha 0, eh ben, c'est le C0x. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Eh bien, que le module de Cx, que j'ai ici dans cette équation, c'est le module de Px. Or, le module de Px, je viens de trouver que c'est quasiment P0x. Alors, je vais rajouter ici, hein, j'ai sauté une étape, donc je vais la rajouter ici.
Voilà, c'est parce que mg sinus alpha 0, c'est P0x, d'accord? Et que P0x, c'est aussi C0x, eh bien, ça veut dire que mg sinus alpha 0, mg sinus alpha 0 plus epsilon, c'est C0x. Voilà. Donc, je reprends mon équation ici. Module de Cx égale module de Px. On vient de trouver que module de Px, c'est C0x moins MA. Donc, module de Cx égale module de C0x moins MA. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Cx, c'est C0x moins quelque chose. Donc, Cx sera toujours plus petit que C0x. C'est-à-dire que quand l'objet commence à glisser, quand il est en mouvement, eh bien, la force de contact, elle est inclinée de manière à ce que sa composante parallèle au plan est plus petite, ça veut plus petite que quand il était à la rupture de l'équilibre. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la force de contact, à partir du moment où l'objet est en mouvement, la force de contact se redresse, elle se relève elle se rapproche de la direction de la normale. Elle est moins penchée que, d'ailleurs, ça se voit ici sur la figure. Vous voyez bien que la force de contact, elle n'est plus dans la même direction que le plan. Alors ça, le fait que Cx soit plus petit que C0x, c'est un effet que vous avez certainement déjà observé quand vous voulez déplacer un meuble chez vous. Vous avez une commode qui est très très lourde et que vous voulez la déplacer. Eh bien, le plus dur, c'est de la mettre en mouvement. Si vous arrivez à la mettre en mouvement, à la bouger, eh bien après, vous avez moins d'efforts à faire pour continuer à la pousser. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Eh bien, c'est à cause de ce phénomène, c'est que quand l'objet est en mouvement, eh bien, la composante de la force de contact, la composante Cx, est plus faible que cette composante quand l'objet n'est pas en mouvement. D'accord? Donc, il est plus difficile de mettre en mouvement un objet parce qu'il faut vaincre le C0x que de le maintenir en mouvement parce qu'il faut vaincre à ce moment-là le Cx. Or, le C0x étant toujours plus grand que le Cx, eh bien, ça sera plus difficile de mettre l'objet en mouvement que de le maintenir en mouvement. Une fois que si vous poussez un carton plein de livres sur le sol, le plus dur, ça va être d'une certaine façon, le faire se décoller du sol, le mettre en mouvement. Et une fois que vous l'avez mis en mouvement, ben, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le maintenir en mouvement. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Oui, madame. Oui? Oui, voilà. Ok, d'accord. Alors là, on s'est occupé des projections dans la direction parallèle au plan. On va s'occuper maintenant des projections dans la direction perpendiculaire au plan. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la direction perpendiculaire au plan? Eh bien, on avait sur la direction parallèle au plan Px plus Cx égale ma, et dans la direction perpendiculaire au plan, puisque l'accélération, elle est parallèle au plan, eh bien, je n'ai pas d'accélération dans cette direction, je n'ai pas de composante de l'accélération, donc j'écris que Py plus Cy égale 0. Alors, donc, le module de Cy est égal au module de Py. Py, dans ce cas, je suis à un angle alpha égale alpha 0 plus epsilon. D'accord? J'ai légèrement dépassé l'angle alpha 0 de rupture de l'équilibre. Donc, j'écris que
PY qui est égal à mg cosinus alpha, eh bien ici dans cette situation, puisque alpha égale alpha 0 plus epsilon, PY égale à mg cosinus alpha 0 plus epsilon. Et comme la quantité epsilon est très très petite, eh bien le cosinus de alpha 0 plus epsilon, c'est quasiment la même chose que le cosinus de alpha 0. Si vous prenez le cosinus de 30 degrés et que vous calculez le cosinus de 30,001 ou 0,05 ou même 30,1, ben vous allez trouver un cosinus qui sera très proche du cosinus de 30 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que mg cosinus alpha 0? Eh bien, c'est le module de C0y, c'est-à-dire que c'est le module de la composante CY quand je suis à alpha égale alpha 0. Donc, CY est égal, quasiment égal à C0y. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Cx en module est toujours plus petit que le C0x, d'accord? Et que le CY est quasiment égal au C0y. Voilà pour le moment ce qu'on peut en retenir. Alors, si on prolonge l'expérience et qu'on fait des mesures pour différentes valeurs de alpha, différentes valeurs de l'accélération, eh bien, on se rend compte que le rapport Cx sur Cy, c'est quelque chose qui reste constant au cours du mouvement. C'est-à-dire que tant que l'objet est en mouvement, eh bien, ce rapport Cx sur Cy est une constante. Eh bien, cette constante, on va lui donner un nom. C'est le coefficient de frottement dynamique. Alors, on le note mu d, d comme dynamique. On peut l'appeler aussi coefficient de frottement de glissement. Alors, le G comme glissement, parce que c'est un frottement qui apparaît quand les objets glissent l'un sur l'autre. Alors, donc la définition de ce coefficient de frottement dynamique, c'est le rapport Cx sur Cy. Alors, attention, c'est une précision très importante en mouvement, tant que l'objet est en mouvement. Alors, je remonte rapidement à la définition du coefficient de frottement statique pour que vous voyez bien la différence. Le coefficient de frottement statique, c'est le rapport de C0x sur C0y. Il est défini à la rupture de l'équilibre, c'est-à-dire à la dernière situation d'équilibre. Dès que vous dépassez légèrement cette situation, l'objet se met en mouvement. D'accord? Et mu d, qui est le même rapport, mais cette fois en mouvement. D'accord? Donc, les deux coefficients de frottement sont tous les deux le rapport du module de Cx sur le module de Cy. Il faut juste faire attention à la situation dans laquelle on calcule ce rapport. Le coefficient de frottement statique, c'est à la rupture de l'équilibre, et le coefficient de frottement dynamique, c'est en mouvement. Tant que l'objet est en mouvement, tant qu'il a une vitesse, eh bien, le rapport Cx sur Cy, c'est le coefficient de frottement dynamique. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, alors, vous voyez bien, voilà l'angle alpha, alpha 0 plus epsilon, et vous voyez bien ici que l'angle qu'il y a entre C et Cy, ce n'est pas alpha 0 plus epsilon. On va l'appeler phi. D'accord? Voici l'angle phi. Eh bien, le mu d, puisque c'est le rapport du module de Cx sur le module de Cy, eh bien, si on écrit, si on regarde ce triangle rectangle C, c'est l'hypoténuse. Cy, c'est le côté adjacent, et le Cx, qu'on pourrait mettre ici, c'est le côté opposé à l'angle. Et cet angle, si on l'appelle phi, eh bien, je vais avoir mu d égale à C sinus phi sur C cosinus phi, c'est-à-dire que mu d, c'est la tangente de l'angle phi. Alors, attention,
l'angle phi ici, c'est l'angle qu'il y a entre la force de contact et l'axe OY qui est la normale au plan. C'est bon? Alors qu'en situation, je reviens à la situation de rupture de l'équilibre, regardez bien ici, cet angle alpha 0, eh bien vous le retrouvez ici, c'est-à-dire que la force de contact, elle fait avec la normale un angle alpha 0. C'est bien pour ça qu'on avait trouvé que mu S, c'était la tangente de alpha 0. Par contre ici, eh bien, la force de contact ne fait plus un angle alpha 0 plus epsilon, elle fait un angle phi, et c'est normal, pour qu'on puisse avoir une accélération vers le bas, il faut que le Cx soit plus petit que le Px pour que ce soit le Px qui l'emporte pour nous donner une accélération vers le bas. Donc, l'orientation de la force de contact, elle a changé, la force de contact s'est relevée, elle s'est rapprochée de la direction de la normale. Madame, Oui? l'angle phi ne varie pas pendant le mouvement. Hein. Non, il ne varie pas pendant le mouvement, exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que les expériences peuvent nous montrer? Eh bien déjà que le coefficient de frottement mu D est toujours inférieur à mu S. Si vous trouvez un mu D qui est plus grand que le mu S, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. D'accord? Alors pourquoi? Ça se justifie. C'est parce qu'on vient de démontrer que le Cx est toujours… Alors, Cx, c'est la composante de C en mouvement, et C0x, c'est la composante de C à la rupture de l'équilibre. On a trouvé que Cx est toujours plus petit que C0x, que Cy est pratiquement égal à C0y. Or, mu D, c'est Cx sur Cy. Mu S, c'est C0x sur C0y. Donc, quand vous comparez les deux, les dénominateurs sont les mêmes. Le numérateur de mu D est plus petit que le numérateur de mu S. Donc, mu D sera toujours plus petit que mu S. C'est clair? Alors, deuxième observation qu'on peut faire, c'est que mu D est indépendant de la masse. Et il est indépendant de la vitesse de l'objet. Alors, il est aussi indépendant de la taille des surfaces en contact. Par contre, il dépend de la nature des surfaces en contact. Donc, si vous changez la nature des surfaces en contact, vous changez le coefficient de frottement entre les deux surfaces. C'est assez logique, hein? C'est facile à comprendre. Alors, les remarques maintenant à propos de ces deux coefficients de frottement. Alors, première remarque, c'est que si les frottements sont inexistants, bon, inexistants, ça n'existe pas, hein, c'est impossible de ne pas avoir de frottement du tout, mais on va dire si les frottements sont négligeables, c'est-à-dire qu'ils sont tellement faibles qu'on peut ne pas en tenir compte. Alors, si les frottements sont inexistants, eh bien, en statique, s'il n'y a pas de frottement, eh bien, ça veut dire que le coefficient de frottement statique est égal à 0. Alors, qu'est-ce que c'est que le coefficient de frottement statique? Eh bien, c'est C0x sur C0y. Eh bien, ça veut dire que C0x est égal à 0. Si le rapport C0x sur C0y égale 0, ça veut dire que le numérateur est égal à 0. Donc, si C0x n'existe pas, eh bien, ça veut dire que la force de contact, elle est perpendiculaire au plan. C'est bon? Et en dynamique, mu D égale 0, ça veut dire que le rapport Cx sur Cy égale 0, ça veut dire que Cx égale 0, eh bien ça veut dire que C
est perpendiculaire au plan. Alors, la force de contact est toujours perpendiculaire au plan quand vous n'avez pas de frottement. Donc, c'est un détail à retenir quand vous aurez à représenter des forces de contact sur un corps. Si on vous précise qu'il n'y a pas de frottement entre ce corps et le plan sur lequel il va se déplacer ou la piste sur laquelle il va se déplacer, eh bien, ça veut dire que cette force de contact est toujours perpendiculaire suivant la direction de la normale à ce plan. Alors, le frottement, alors deuxième remarque, c'est que le frottement dynamique s'oppose au mouvement. Ça veut dire que la force de contact est inclinée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement, alors que le frottement statique, il peut lui favoriser le mouvement. C'est ce qu'on a vu, dans l'exemple du coureur, d'accord? Les pieds du coureur ne glissent pas sur le sol, hein, donc c'est un frottement statique. Eh bien, ce frottement statique, il peut aussi provoquer le mouvement. C'est parce que le coureur est soumis à une force de contact qui est vers l'avant, c'est ça qui va lui donner une accélération, d'accord? Et qui va favoriser son mouvement, alors que quand vous avez des objets qui glissent l'un sur l'autre, donc quand vous avez un frottement dynamique, alors la différence statique, ça veut dire que les objets ne glissent pas l'un sur l'autre, et dynamique, quand vous avez un objet qui glisse sur l'autre, eh bien le frottement, la force de contact est penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement quand vous avez un frottement dynamique. Alors maintenant, l'angle, votre camarade demandait tout à l'heure, est-ce que l'angle phi reste le même? Eh bien, on va en parler ici. Alors, en statique, la force de contact fait au plus, ça veut dire au maximum, un angle alpha 0 avec la normale. Alors, cet angle alpha 0, eh bien, il est tel que mu s égale à la tangente de alpha 0. Et en dynamique, C fait toujours, c'est pas au plus, c'est toujours un angle phi avec la normale. Et cet angle phi, il est tel que mu d, c'est la tangente de l'angle phi. Alors, voici les différentes situations. Alors, je vous ai dessiné ça pour pas que vous croyiez qu'il n'y a de frottement que sur un plan incliné. On peut avoir des frottements sur un plan horizontal, hein. Alors, voilà les différentes situations. Alors, ici, les trois situations, les trois premières, ce sont des situations d'équilibre. Alors, ici, je ne fais rien. Il n'y a pas d'autre action que le poids et la force de contact. Donc, la boîte est en équilibre. Et j'écris que P plus C égale 0. D'accord? Deuxième situation, je ne suis pas encore à la rupture de l'équilibre. J'ai l'angle alpha qu'il y a entre la normale et la force de contact. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que cet angle alpha apparaît? C'est parce que j'ai exercé une force ici vers la droite. Alors, une force F', qui va être telle que P plus C plus F' égale 0. Alors, la seule orientation possible pour cette force de contact, pour que je puisse écrire l'équilibre, que P plus C plus F' égale 0, eh bien, c'est que la force de contact se penche d'un angle alpha, d'accord, de manière à ce que Cx soit opposé à F' et que Cy soit opposé au poids. D'accord? Donc, j'écris pour cette situation P plus C plus F' égale 0. Alors, maintenant, je suis dans la situation de rupture de l'équilibre, c'est-à-dire que si je dépasse un tout petit peu cette force F0, eh bien, la boîte va commencer à glisser. Alors, qu'est-ce que je peux définir ici? Eh bien, d'abord,
la force de contact va faire un angle alpha 0 avec la normale au plan. C'est bon? Je vais écrire que la somme des trois forces, j'exerce une force F0, hein. J'écris que la somme des trois forces est égale à 0, donc P plus C plus F0 égale 0. Et j'ai une information supplémentaire, c'est que comme je suis à la rupture de l'équilibre, eh bien le rapport Cx sur Cy, c'est le mu S. Donc ici, à la rupture de l'équilibre, je vais dire que mu S, c'est C0x sur C0y, et c'est aussi la tangente de l'angle alpha 0. D'accord? Puisque Cx va être ici, Cy là. Si j'écris Cx, eh bien c'est C cosinus, C sinus alpha 0. Le Cy, c'est C cosinus alpha 0. Et j'ai donc bien mu S qui est égal à la tangente de alpha 0. Donc attention, ici, j'ai bien dans cette situation intermédiaire, j'ai bien un Cx et un Cy, mais en aucun cas, je ne peux dire que le rapport Cx sur Cy, c'est mu S. Ça, c'est faux, parce que ce n'est mu S que quand je suis dans la situation de rupture de l'équilibre, c'est-à-dire la dernière situation d'équilibre. Si je dépasse, ne serait-ce que d'un petit epsilon, le module de F0, eh bien, la boîte va se mettre en mouvement. Donc, je suis… Oui. صح كيفاش نعرفوا بلي رانا في لا dernière situation d'équilibre. Comment on sait que c'est la dernière situation d'équilibre? Oui, madame. Eh bien, c'est parce que si on fait l'expérience, eh bien, on augmente petit à petit le module de F et on voit que si on a dépassé très légèrement un certain module, l'objet s'est mis en mouvement, donc on le sait. On sait qu'on est à la rupture de l'équilibre pour F0 égale 2,56 newtons par exemple. D'accord? D'accord, donc هكاك برك. Soit par l'expérience, soit parce qu'on vous dit que l'objet se met en mouvement si on applique une force qui vaut tant. D'accord? D'accord. Alors maintenant, situation de mouvement. Alors dans la situation de mouvement, ben, vous voyez bien que l'angle, la force de contact C s'est relevée, elle s'est rapprochée de la normale, et l'angle qu'il y a ici, l'angle phi, est plus petit que l'angle alpha 0. Alors, dans la situation de mouvement, ben, j'ai une accélération vers l'avant, donc j'ai P plus C plus F seconde égale M1, et j'ai quelque chose en plus, j'ai mu D qui est égal au rapport, oula, j'ai oublié d'effacer un 0 ici, mu D, c'est le module de Cx sur le module de Cy. Et c'est, si on regarde module de Cx sur module de Cy, on voit tout de suite que c'est la tangente de l'angle phi. Voilà. C'est bon? Madame, s'il vous plaît, Oui. j'arrive toujours pas à comprendre quand est-ce qu'on dit que la somme des forces égale à 0 et quand est-ce qu'on dit que la somme des forces égale à M1. Eh bien, la somme des forces égale 0 si l'objet est en repos, s'il est en équilibre. D'accord? Alors, soit, pas forcément au repos, hein, soit qu'il est en équilibre, soit qu'il se déplace à vitesse constante. En tout cas, à chaque fois qu'il n'a pas d'accélération, eh bien, on écrit que la somme des forces égale 0. Et dès qu'il est accéléré, eh bien, on écrit somme des forces égale M1. Dès qu'il y a un mouvement, donc. Oui, c'est-à-dire que vous regardez comment sont les forces. S'il y a une force qui va faire en sorte que quand vous faites, alors par exemple ici, le mouvement il ne peut se faire que suivant l'horizontale. Hein. S'il y a l'une des forces qui va nous permettre d'avoir une accélération vers l'avant, eh bien, le mouvement est accéléré. Regardez ici, quand vous comparez les différentes, vous comparez ici f'
qu'est-ce qui va pouvoir nous donner une accélération horizontale? Ce serait que f' soit plus grand puisque Cx est orienté vers l'arrière et f' vers l'avant. La seule chose qui pourrait nous permettre d'avoir une accélération, ce serait que f' soit plus grand que Cx en module. Ici, on voit bien qu'on est en situation d'équilibre, donc f' en module est égal à Cx en module. Ici, pareil, f0 en module est égal à Cx en module. Par contre, ici, vous voyez bien que f seconde étant en module plus grande que le module de Cx, vous allez avoir une accélération vers l'avant. De toute façon, dans les exercices, vous ne pouvez pas faire de confusion. C'est-à-dire qu'il y a des données dans l'exercice qui vous permettent de savoir s'il s'agit d'un mouvement accéléré ou si c'est un mouvement ou si l'objet est en équilibre. D'accord, merci madame. Alors, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas faire juste 5 minutes de cours sur les forces élastiques. On reprend tout à l'heure. Hein. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Là, on aura cours après. Oui, on aura cours après.